Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vision Chine Waikolen Kan Zhongguo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le plateau de Mandarin TV Julia Roussel, chef d'entreprise qui a créé en 2014 les Clés de Paris. Bonjour Julia. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Pouvez-vous en quelques mots vous présenter à nos téléspectateurs et présenter votre parcours et les Clés de Paris? Alors, je suis parisienne, j'ai 31 ans, j'étais professeure d'histoire-géographie jusqu'en 2013 et je suis partie donc à Shenzhen en 2013. Et à la suite de ce séjour, j'ai décidé de créer mon entreprise qui s'appelle donc Les Clés de Paris, Palitiao, qui est donc une agence de voyage et d'événementiel sur mesure pour des touristes asiatiques uniquement et généralement des touristes VIP où on mixe un petit peu le business et le loisir. D'accord. Bon, on y reviendra tout à l'heure sur les Clés de Paris. Votre premier voyage donc s'est fait en 2013. Dans quelle ville vous avez été et dans quel contexte s'est fait ce voyage? Alors, je suis partie à Shenzhen pour la première fois donc en 2013. C'était donc un contexte un peu particulier. Ça n'avait rien à voir avec ma situation professionnelle. Donc, j'ai mon ancien amoureux, mon amour d'enfance en fait, qui a décidé d'aller ouvrir une succursale de l'entreprise de ses parents en Chine. Et qui donc, avant de partir, m'a fait une déclaration et m'a proposé de le suivre pour tester l'aventure avec lui. Donc, j'ai décidé d'accepter. Pendant les vacances scolaires, donc je l'ai rejoint. Et bon, malheureusement, je n'ai pas eu coup de cœur pour lui. Vous n'êtes pas resté très longtemps, alors que pendant les vacances scolaires? C'est ça, pendant 2 mois et demi. Voilà, 2 mois et demi. C'était vraiment le temps de m'habituer à la Chine, de voir également comment les choses allaient se repasser, puisqu'on était toujours amis, mais c'était différent. Et puis donc, le coup de cœur pour la Chine, et puis ensuite, une nouvelle aventure. 2 mois et demi, c'est quand même pas mal pour un premier voyage en Chine, ça reste assez long. C'était vraiment dans l'idée de m'adapter à la culture chinoise, à la vie en Chine, puisque l'objectif final était de rester vivre avec lui là-bas. Voilà, donc je pensais qu'un voyage de 2 semaines, je n'aurais clairement pas le temps de m'adapter à l'environnement, de découvrir des gens, de voir si je pouvais me plaire tout simplement pour vivre en Chine. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de ce premier voyage, la chose qui vous a le plus étonné quand vous avez mis les pieds dans ce pays? Alors la première chose qui m'a surprise, c'est vraiment la démesure. Des routes immenses avec plusieurs axes, des bâtiments très très hauts, des gens vraiment partout. J'avais l'habitude de dire à mes amis pour comparer un petit peu qu'on avait l'impression d'être à Châtelet en période de solde, mais partout. Donc c'était voilà, partout et tout le temps. Donc ça c'est vraiment la première chose, puisque j'ai pas mal voyagé, mais je n'avais jamais vu d'endroits où vraiment tout était multiplié par 10. Et jusque-là, la Chine, vous l'entendiez, avant de mettre les pieds dans ce pays, vous l'entendiez par la télévision, par les journaux, par peut-être vos amis qui ont déjà été en Chine. Et avant d'y aller, est-ce que vous vous êtes beaucoup renseigné déjà sur ce pays ou pas? Alors j'ai étudié la Chine, mais l'histoire de la Chine dans mon parcours universitaire, mais j'avais fait le choix de ne pas me documenter sur la Chine pour vraiment arriver avec un regard neuf et complètement innocent. Donc lorsque je suis arrivée à Shenzhen, j'ai appris sur le tas. Différents aspects de la culture chinoise. Et quelles sont les choses qui vous ont le plus étonné et celles qui, au contraire, vous ont un petit peu déçu par rapport à l'idée que vous faisiez de la Chine? Alors, ce qui m'a étonnée, c'est ma popularité, si je puis dire, puisque à Shenzhen, il n'y avait pas beaucoup de personnes blondes. Et donc, j'ai été très surprise par les gens qui voulaient me toucher ou me prendre en photo. C'était au début assez déconcertant, puisque je n'étais pas vraiment habituée à ça et pas très à l'aise avec ça non plus. Je remarquais qu'on me prenait en cachette, etc. Donc, je n'avais pas vraiment compris. Et encore une fois, si j'étais restée que 2 semaines, je serais restée sur un a priori. Et puis, en comprenant par la suite que c'était absolument pas personnel, mais pour ce qu'on peut représenter l'Occident, etc. Donc c'est quelque chose qui ensuite est devenu tout à fait sympathique et je me prête volontiers au jeu. Mais au début, c'est vrai que c'était un peu bizarre d'être prise en photo constamment. Ça, et puis deuxièmement, les odeurs particulières, notamment les odeurs de chotofu, qui m'ont un petit peu donné des nausées, rendu malade parfois. On avait un petit vendeur ambulant en bas de notre résidence et j'étais obligée de m'acheter une petite fiole de menthe poivrée pour pouvoir survivre dans ces zones un petit peu hostiles. Et pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le tso-tofu, est-ce que vous pouvez leur expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble le tso-tofu? Alors à quoi ça ressemble? Bon, alors je ne vais pas être très objective parce que c'est l'un des seuls aliments chinois que je n'aime pas, mais pour moi c'est un petit peu spongieux. Il y a pas mal de façons de cuisiner, plus de 250 je crois. Et donc le vendeur ambulant faisait du tofu frit qui dégageait une odeur vraiment nauséabonde. Et alors pour le goût, je préfère que les téléspectateurs testent par eux-mêmes pour ne pas les influencer.
Donc vous avez fait comme beaucoup de voyages, ça ce fut le premier, vous en avez fait en tout une vingtaine dans beaucoup de régions. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire les villes, les régions que vous avez faites en Chine? Alors j'étais donc à Shenzhen, Shanghai, Beijing, Tiananmen, Canton, Sanya et Hong Kong. On peut dire que c'est devenu quand même une réelle passion. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez eu un coup de cœur pour ce pays, pour la Chine. Qu'est-ce qui vous attire autant dans ce pays, dans cette culture? Alors, ce qui m'attire donc déjà, l'histoire. J'ai une grande passion pour l'histoire et je trouve que la Chine est un peuple vraiment très riche, avec beaucoup de périodes prestigieuses, des empereurs qui ont vraiment eu une volonté d'étendre cette civilisation. Donc j'admire cela énormément. J'aime aussi beaucoup la philosophie et la pensée chinoise, Confucius, etc. C'est quelque chose qui me parle et qui me touchait avant même de partir en Chine. Donc là, j'ai pu aller un peu plus loin dans mes réflexions personnelles, si je puis dire. J'apprécie aussi beaucoup la médecine chinoise. Je suis adepte depuis l'acupuncture notamment. J'en pratique l'acupuncture depuis 3 ans pour le stress, pour pas mal de choses, pour arrêter la cigarette, voilà. Et la nourriture également, je trouve que la nourriture est très riche, très variée. Et puis en dernier, je dirais ce grand écart entre passé et modernité, entre Orient et Occident, qui fait de la Chine un espace vraiment unique en changement permanent. Voilà. Et vous n'avez jamais eu envie de rester peut-être là-bas en Chine plus longtemps et même peut-être d'enseigner le français ou l'histoire, la géographie là-bas? Alors je suis restée habiter 1 an à Beijing et j'ai enseigné donc pendant les 3-4 premiers mois, j'ai enseigné donc le français et l'anglais à de jeunes Chinois dans des écoles privées et également à de jeunes Chinoises, mais dans leur maison directement. Et c'était très sympathique et très enrichissant. Vous auriez pu rester plus longtemps ou vous installer définitivement en Chine, puisque c'était 1 an à Pékin. Qu'est-ce qui vous a fait revenir à Paris, en France? Eh bien, l'idée de rester en Chine, c'était vraiment pour me constituer un réseau solide d'apporteurs d'affaires, de partenaires, et puis aussi pour vraiment bien m'imprégner de la culture. Une fois que j'ai réuni toutes ces conditions, il était temps de rentrer en France pour pouvoir être opérationnel, créer ma structure, et puis à nouveau agrandir mon réseau du côté français. Et quelles sont pour vous les grandes différences entre la France et la Chine? Alors pour moi, les grandes différences, je dirais le droit de l'image, le droit à l'image dans un premier temps. Pour les photos. Voilà, pour les photos. Alors j'insiste là-dessus puisque comme je communique énormément autour de mon image pour mon agence, c'est vrai que je souhaite conserver un droit à l'image et c'est assez compliqué de faire valoir ça en Chine. La propriété également, j'ai des histoires assez surprenantes d'amis qui vivaient dans les Hutong à Pékin et qui retrouvaient tous les 2 jours des voisins dans leur salon qui venaient vérifier que toutes les plantes se portaient bien parce qu'ils connaissaient le propriétaire. Et est-ce qu'il y a des endroits, des régions que justement vous ne connaissez pas, il doit quand même y en avoir, c'est tellement grand la Chine, et que vous aimeriez découvrir? Oui. Beaucoup parce que j'ai fait principalement des grandes villes et j'aimerais prendre le temps vraiment de découvrir la Chine intérieure, ces paysages de rizières qui me parlent tant, que je n'ai pas eu l'opportunité encore de visiter, aller à la rencontre des habitants, aller voir également les spectacles des tribus Miao, ça me parle aussi beaucoup. J'aime beaucoup toutes leurs parures en argent, etc. J'aimerais aller voir découvrir toutes les minorités ethniques. C'est ça, les minorités ethniques et puis encore aller un petit peu plus dans la culture et puis aussi j'aimerais beaucoup avoir l'opportunité d'aller dans un temple pour pouvoir faire une petite retraite spirituelle. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez compris et appris de la Chine après tous ces voyages? Alors, la leçon d'intérêt, si vous deviez nous dire. Alors, si je devais résumer cela en une notion, je dirais l'importance de la face et de faire garder la face à son interlocuteur. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui était une notion assez abstraite et que j'ai appris vraiment à comprendre par des actions quotidiennes. Alors, c'est-à-dire que concrètement, un exemple que j'utilise avec par exemple mes partenaires qui sont des marques haut de gamme, on va dire un touriste européen qui viendrait dans une boutique et où la queue serait un petit peu longue, où il y aurait un petit peu d'attente, laisser aller au niveau du personnel. Le touriste européen va pester contre l'enseigne, va râler que la boutique n'est pas assez opérationnelle, qu'il manque de personnel, alors que le client ou touriste chinois va prendre ça un peu plus personnellement, en se disant que peut-être c'est parce qu'il est asiatique et que donc on ne prend pas la peine de s'occuper de lui. Et donc c'est vraiment avoir une attention permanente, comprendre que la réflexion est différente de la nôtre tout simplement, et s'adapter puisque c'est l'essentiel. Très bien.
Julia, tous ces voyages et cette connaissance que vous avez de la Chine et des Chinois vous ont donné envie, j'imagine, d'ouvrir votre société Les Clés de Paris en 2014. Exactement. Donc, à la suite de ce premier séjour à Shenzhen, eh bien, nous avons rencontré pas mal de Chinois qui étaient des gens assez aisés, qui vivaient dans notre résidence. Et il y avait plusieurs groupes qui partaient donc à Paris pour les vacances d'été. Et à cette occasion, eh bien, comme j'ai toujours aimé l'organisation, la gestion des événements, eh bien, je leur ai proposé mon aide pour pouvoir leur faire un petit programme personnalisé, sans savoir que ça allait être le démarrage d'une nouvelle et formidable aventure, les Clés de Paris. Donc je leur ai proposé diverses sorties, donc culturelles, plutôt romantiques, plutôt gastronomiques. Et je me suis arrangée pour leur avoir de très bonnes tables, pour essayer de leur avoir des petits avantages, pour que vraiment ils apprécient leur séjour. Lorsque ce premier groupe d'amis est revenu, ils étaient enchantés, ils ont posté pas mal de photos et de vidéos, et puis leurs amis qui eux devaient partir 2 semaines après, leur ont demandé mais qui t'a donné ces adresses, donc ils m'ont recommandé, on communiquait en anglais. Et sans le savoir, eh bien, c'est comme ça que cette aventure s'est lancée. Donc j'ai créé ensuite un 2e séjour sur mesure, puis un 3e, puis un 4e, en 2 mois, donc de façon totalement désintéressée, puisque c'était juste pour aider mes amis et pour faire découvrir vraiment le Paris que j'aime. Voilà. Pas le Paris que tous les touristes peuvent voir, et pas les endroits vraiment surchargés où ce sont des attrape-touristes et où malheureusement les grands tours opérateurs envoient un maximum de touristes asiatiques. Du sur-mesure, vous proposez une expérience, mais alors vous accueillez souvent les touristes chinois qui arrivent, qui veulent découvrir Paris et sa région, mais est-ce qu'à l'inverse, vous faites aussi découvrir votre Chine? Donc, alors, pas pour le moment. Voilà. Non. Pas pour le moment. J'aimerais dans un futur... j'aimerais beaucoup développer cela, mais pour être honnête, je n'ai vraiment pas le temps. Donc pour l'instant, je me suis vraiment spécialisée sur la France. Et donc pour faire découvrir l'art de vivre à la française, mais adapté selon les sensibilités culturelles chinoises. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils recherchent le plus souvent, ces touristes chinois, asiatiques, quand ils viennent ici à Paris? Ils vous demandent quoi Alors en général, ce sont des séjours qui sont entre 7 et 10 jours, des séjours qui allient business et loisirs, et donc qui ont des thèmes qui sont souvent des thèmes identiques, la gastronomie, l'œnologie, la haute couture, et également donc les mises en relation avec des chefs d'entreprise, avec des politiciens, avec des artistes, ou cela dépend du secteur, mais ce sont des séjours qui sont vraiment mixés entre la partie business et la partie loisirs, puisque les personnes que je reçois ont beaucoup d'argent mais très peu de temps, et donc profitent de leur séjour en Europe pour rencontrer, agrandir leur réseau et puis pourquoi pas nouer de nouveaux partenariats. Et selon vous, quelle est les grandes différences qu'il existe entre la clientèle chinoise et la clientèle, on va dire, occidentale, européenne, qui est plus traditionnelle? Alors, je dirais que la différence est dans l'habitude de consommer. Donc, le client européen a l'habitude de voyager à l'étranger depuis beaucoup plus longtemps. La Chine s'est ouverte à l'international depuis peu. Donc, c'est pourquoi les habitudes des touristes chinois diffèrent par rapport aux habitudes des touristes européens. Ils ont, je dirais, l'habitude d'emmener avec eux un petit morceau de Chine, tant pour la gastronomie que pour le quotidien, par exemple pour les horaires de lever, de repas, ce genre de choses. Ils sont très demandeurs donc, de Made in France, c'est-à-dire d'expériences authentiques et de rencontres avec des Français. Le souci, c'est que la barrière de la langue peut parfois être un mur. Donc à nous de proposer des activités où le langage ne sera pas un souci pour pouvoir créer du lien. Voilà. Je dirais que le client chinois est demandeur d'expériences riches en contenu, encore une fois pour pouvoir reposter sur les réseaux sociaux, etc. Mais également parce qu'il a une culture de l'Internet qui est très ancrée. Donc les internautes chinois sont très nombreux à réserver en ligne, à consulter des forums de voyage, etc. sur WeChat, ou à consulter sur ses trips. Et ils voient fréquemment les mêmes photos, les mêmes offres. Donc ils sont à la recherche de quelque chose de plus exclusif, de plus innovant. Voilà. Julia, partagez un petit peu votre expérience avec nos téléspectateurs. Quels conseils donneriez-vous pour les personnes qui souhaitent entreprendre des relations, réussir des relations avec les Chinois? Alors je dirais dans un premier temps qu'il faut revoir notre notion de temps, puisque la patience est vraiment une arme pour moi chinoise. C'est quelque chose qui est très intéressant à observer et à découvrir. Et je dirais que le business à l'occidental est un petit peu plus pressé et plus frontal. Il y a d'ailleurs un proverbe de Confucius qui dit qu'avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient soie. Donc c'est quelque chose qui pour moi n'était pas
logique au début, puisque je suis très dynamique et très speed. Et j'ai dû donc m'armer de patience. Et ça a été également bien, un très bon travail pour moi-même de comprendre cette logique et de comprendre bien, la puissance du business à la chinoise, puisque c'est une technique que je comparerais à l'acupuncture, avec une petite aiguille qui rentre, mais qui va très loin. Alors que je dirais que nous, occidentaux, sommes plutôt avec nos gros sabots, quelque chose de très contractualisé, de très réglementé, et où l'aspect humain aussi est un petit peu oublié. En Chine, il y a également tout un protocole autour de la convivialité. On va négocier un contrat autour d'un dîner avec un KTV, on va aller chanter tous ensemble, on va se découvrir humainement pour voir si on peut faire des affaires ensemble. Alors qu'en France, on ne passe pas par cette case humaine, si je puis dire. On va directement au contrat, aux échanges vraiment business. C'est cette partie-là qui me plaît beaucoup. Et je dirais, pour conseiller ceux qui souhaitent faire des affaires avec la Chine, s'armer de patience. Ne pas prendre de billets retour lorsqu'on part en business trip, voilà, puisque lorsque les collaborateurs le savent, eh bien, ils peuvent jouer la montre, voilà, donc pour faire traîner un peu les négociations. Et je dirais également ne jamais faire perdre la face, donc à son interlocuteur. C'est ce que vous disiez plus tôt. Exactement. C'est très important. Une grande leçon d'humilité. Julia, est-ce que vous partez cet été? Est-ce que vous retournez en Chine? Vous avez des projets là-bas? Alors oui, cet été, je retourne en Chine à Sanya pour signer des contrats et également pour prendre quelques jours de vacances, profiter de cette île merveilleuse aux plages paradisiaques. Et nous avons prévu également de faire un petit circuit en Chine intérieure, encore une fois pour eh bien, des raisons professionnelles, pour pouvoir signer des contrats avec différentes municipalités, notamment autour de différents projets, comme des jumelages entre des villes françaises et chinoises. Et de nouveaux projets, notamment pour l'agence, comme des football camps, donc des camps de football pour jeunes Chinois qui souhaitent se professionnaliser, se perfectionner, donc avec différents clubs comme le Paris Saint-Germain, Bordeaux, l'OM. Et j'ai eu la chance de rencontrer Raymond Domenech, qui a accepté donc d'être le président d'honneur eh bien, de cette nouvelle session de formation. Donc voilà, on va essayer de mettre en place tout cela, puisque je sais que le président Xi Jinping aime beaucoup le football. Eh bien, on va essayer d'aller promouvoir un petit peu cela. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Julia d'être venue. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la fin de votre émission Vision Chine, Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.